Donc, Romain Jeannot, chef de projet du pôle études et stratégies du bureau d'études Terra. Okay. Donc, bonjour à tous. Je te passe ça. Merci. Alors déjà, pour rappeler un peu le contexte général de cette étude, c'est qu'on est sur une étude qui vise donc à améliorer la connaissance de la composition des flux entrants et des flux sortants des centres de tri de textiles, linge et chaussures conventionnés avec Refashion. Et on est sur une actualisation et un approfondissement des résultats d'une étude déjà menée en 2013. Et autre contexte important en termes de méthode, c'est qu'avant le lancement de l'étude, il y a eu des échanges préalables avec l'ADEME pour cadrer et valider la méthode. Le programme, donc décomposé en deux parties, programme flux entrant et programme flux sortant, qui répondent à des objectifs distincts. Sur la partie flux entrant, on est vraiment sur actualiser la connaissance de la composition selon les catégories et sous-catégories du barème amont Refashion. Donc, pour rappel, le barème amont d'un éco-organisme, c'est la nomenclature produit à partir de laquelle chaque metteur sur le marché de produits neufs va calculer ses éco-contributions et les verser à l'éco-organisme adhérent. Deuxième objectif sur les flux entrants, c'est apprécier les différences de composition des flux selon les différents profils d'origine de collecte, en fonction de la collecte en conteneurs, associations, etc. On le verra juste après. Et en chiffres, ce sont 122 tonnes analysées sur l'entrant, ça représente environ 720 000 pièces analysées une à une. Sur la partie flux sortant, les deux objectifs, la première, c'est de connaître la répartition moyenne des destinations des différentes natures d'articles du barème amont, répartition moyenne des destinations, donc c'est les grandes destinations Refashion, réutilisation, effilochage, essuyage, CSR et déchets ultimes. Et le deuxième grand objectif, c'est donc de connaître cette fameuse composition matière des flux hors réutilisation, donc en vue d'alimenter les différents travaux sur le développement du recyclage matière porté par Refashion et ses parties prenantes. Rapidement, en termes d'organisation générale du programme, vous comprenez bien ce qui a été mis en place. Il y a 4 grandes étapes. Les deux premières sont la collecte des flux et le pré-tri. Donc là, on s'est appuyé finalement sur 6 centres de tri partenaires du programme qui ont chacun mis à disposition 20 tonnes, donc 2 lots de 10 tonnes sur 2 saisons différentes. Et on leur a demandé de collecter, de tracer et de séparer physiquement chaque origine de collecte. Et chaque origine de collecte, derrière, a été pré-triée en fonction de leur propre consigne de tri, donc pré-triée en réutilisation, effilochage, etc. Et on a eu des lots qui ont été mis à disposition et donc qui ont été analysés sur la partie flux entrant et flux sortant. Flux entrant, c'est de façon... en gros, ça a été réalisé par des centres d'analyse dédiés et formés donc à la nomenclature Refashion. Juste en ordre de grandeur, il faut avoir en tête que voilà, le nombre de sous-catégories sur les flux réutilisation, c'est plus de 100 sous-catégories. Donc voilà, c'est des textiles qui sont triés en plus de 100 sous-catégories sur la partie TLC, puis on a également des non-TLC dans les collectes, donc il y a aussi des sous-catégories non-TLC. Et enfin, l'analyse des flux sortants, pareil, ça a été réalisé par des centres d'analyse partenaires qui ont été équipés et formés à l'utilisation d'un spectromètre, on verra tout à l'heure lequel. Point important, c'est qu'on est exclusivement sur des prélèvements en sortie de flux entrants sur les flux hors réutilisation, hors chaussures et hors non-TLC. Donc, ont été analysés uniquement des textiles et du linge. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif des sujets, des résultats. Juste un point d'étape, et ce sera pareil sur le sortant. Avant de vous présenter des résultats, c'est important de préciser à chaque fois la méthode et de savoir de quoi on parle, pour que les chiffres ne soient pas utilisés comme il ne faudrait pas. Donc déjà, première précision sur la méthodologie, on a souhaité couvrir un maximum de configurations de flux analysés, tenant compte finalement de l'hétérogénéité des collectes par les opérateurs de collecte sur le territoire national. Donc en termes de nature de flux, brut de collecte écrémé, en termes d'origine de collecte, conteneurs voie privée, voie publique, déchetterie publique, collecte en magasin et association. La destination, on l'a vu avec le pré-tri. Zone géographique de collecte, on a allé récupérer des flux issus de la collecte dans le nord de la France et dans le sud de la France. Et la saisonnalité de la collecte, donc couvrir l'ensemble de l'année civile. Et finalement, on a à peu près 25% des flux sur chaque trimestre. Donc on a une bonne représentativité de chaque saison. Les données relevées, poids et nombre de pièces par ligne produit du barème amont pour chaque lot. Et un point important, c'est qu'on a des résultats bruts d'analyse et il a fallu finalement les redresser. Pourquoi les redresser? C'est qu'on a voulu tenir compte finalement des données nationales connues, qui sont la répartition des flux collectés par origine de collecte au national et la répartition moyenne par destination des flux triés par les opérateurs sous convention avec Refashion. Donc on a utilisé une méthode de calage sur marge. C'est clairement des méthodes qu'utilise l'INSEE pour relever des populations d'échantillons. D'échantillons de population, pardon.
Dernier élément, les centres de tri l'identité des centres de tri est confidentielle. C'est une étude qui a été réalisée sur 18 mois et on a appuyé un petit peu tous les résultats qu'on présente. Voilà, on a appuyé sur différentes analyses stats pour valider la robustesse des résultats. Alors, les résultats par grande famille. Donc, comme je disais tout à l'heure, déjà, c'est 122 tonnes analysées et 720 000 pièces. On est finalement à environ 91% des flux de collecte qui sont en poids, 91% en poids, qui sont des TLC, et donc 9% en poids de non-TLC. Sur les TLC, on s'aperçoit, comme on peut s'en douter, mais c'est environ 80% de textiles d'habillement, un peu moins de 10% de linge et un peu plus de 10% de chaussures. Donc voilà déjà en macro les résultats de compo sur l'entrant. Et là on affiche les poids moyens des pièces par grande famille. Donc avoir en tête que le textile d'habillement c'est 171 grammes par pièce, le linge 282 et les chaussures 475 grammes par paire. De la même matière que Véronique, n'ayez pas peur quand il y a beaucoup de graphiques, il va y en avoir beaucoup dans la présentation. L'objectif, c'est plus de vous montrer la donnée qui est disponible. Elle sera disponible dans la synthèse publique. Je ne vais pas descendre chaque ligne des différents graphiques. Là, ce qui est intéressant de voir dans ce graphique-là, c'est que finalement, on a 4 catégories de produits qui représentent quasiment 50% de l'entrant des centres de tri. Donc on a les hauts types pulls, les hauts types t-shirts, les autres pantalons, shorts et jupes, et les vestes, manteaux et costumes. Donc c'est du textile qui représente environ 50% de l'entrant. Pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement dans les collectes des centres de tri, ou des opérateurs de collecte plutôt, on a du TLC, mais aussi du non-TLC. Donc on a essayé de regarder qu'est-ce qu'on retrouve dans le non-TLC. Et finalement, ce qu'on retrouve dans le non-TLC, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a quasiment 50% des non-TLC qui est porté par 2 catégories. La maroquinerie, c'est 25% des non-TLC, et 20% de coussins, couettes, oreillers. Donc voilà, ça, c'est un élément important à avoir en tête sur les typologies de non-TLC qu'on retrouve dans les collectes des opérateurs sous convention avec Refashion. Alors, comme je disais en intro, c'est une étude qui a été menée en 2013, donc on compare les résultats de cette année avec les résultats de 2013. Juste par rapport aux chiffres qui ont été présentés, on a juste fait des réaffectations des rideaux et voilages, puisque dans la nomenclature 2021 qu'on a utilisée pour cette étude, les rideaux et voilages étaient dans le barème amont de Refashion, ce qui n'était pas le cas en 2013. Et puis depuis, on a un décret qui est arrivé et qui a finalement intégré les rideaux et voilages au périmètre de la REP éléments d'ameublement. Donc là, on les a mis en non-TLC, ces rideaux et voilages. Ce tableau, ce qu'il faut retenir entre les résultats 2022 et les résultats 2013, donc là je vais parler en pourcentage du poids analysé, globalement on a une baisse assez significative de la part des textiles d'habillement dans les collectes, puisqu'on a une baisse d'un peu plus de 7 points, donc de 80% en 2013 à environ 72,5 en 2022, une légère hausse de la part du linge, 0,4 points, donc de 7,5 à 7,9% des collectes. Les chaussures, on a une hausse significative aussi de un peu plus de 4 points. Et globalement, on a une baisse de la part des TLC dans les collectes de 3 points. Et finalement, on a une hausse inversement proportionnelle pour les non-TLC, donc une hausse de 3 points. Alors, on a mené aussi des travaux sur les facteurs d'influence. Le premier, c'est on a regardé est-ce qu'il y a un impact de l'origine de collecte sur les destinations des flux. Et ce qui est intéressant finalement de voir, c'est que le taux de réutilisation varie avant toute chose en fonction du centre de tri et non de l'origine de collecte. Si vous voulez, on a des centres de tri qui nous ont mis à disposition plusieurs origines de collecte et on s'aperçoit que finalement le taux de réutilisation est relativement proche, quelle que soit l'origine de collecte de ce centre. Et à l'inverse, quand on regarde pour une même origine de collecte l'amplitude des taux de réutilisation en fonction des différents centres de tri fournisseurs, on s'aperçoit que l'amplitude est plus importante. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a un point important, c'est le taux de réutilisation et finalement les autres taux sur les autres destinations est plutôt impacté par le centre de tri plutôt que par l'origine de collecte. Et après, donc ça c'est juste un croisement de données, et après on a fait plutôt des analyses stats de variabilité de la composition. Enfin, on a étudié la variabilité de la composition en fonction de l'origine, de la saisonnalité et de la zone géographique de collecte. Ce qu'il faut retenir quand on fait une analyse par famille, textile, linge, etc., c'est que l'origine a un impact sur la part des textiles d'habillement dans l'origine collecte magasin. Donc on a une part du textile d'habillement qui est plus importante dans les origines de collecte magasin que dans les autres origines. Et à l'inverse, les textiles d'habillement sont moins représentés dans l'origine déchetterie.
Et les non-TLC, comme on pouvait s'en douter, pour le coup, elles sont moins représentées dans l'origine association et dans l'origine collecte en magasin. Un point important aussi à avoir, c'est que finalement la saisonnalité n'a pas d'influence stat, en tout cas, sur la composition des flux sur l'entrant. Voilà, donc là on va passer sur le sortant. Donc de la même manière, un point important avant de présenter les résultats que je suppose vous attendez en priorité par rapport à l'entrant, mais on va faire un focus quand même sur la méthode retenue et utilisée. Donc déjà, rappel du périmètre des flux analysés, on est sur le flux hors réutilisation, hors chaussures et hors non-TLC, et on est sur des prélèvements aléatoires en sortie d'analyse des flux entrants. Donc on est vraiment sur de l'échantillonnage lié avec des méthodes définies de caractérisation. Pardon. Les données relevées. Donc c'est des relevés qui ont été effectués pièce par pièce. Donc on a une composition matière qui a été relevée de deux façons différentes. Soit la lecture de l'étiquette si elle est présente et lisible, et une détection avec un spectromètre proche infrarouge, donc le Fabritel de Matoa. Le poids, la présence de perturbateurs au recyclage sur les différentes pièces, les couleurs, est-ce que l'article est multicouche, donc en gros est-ce qu'il est composé de couches distinctes avec potentiellement une composition matière différente. Et on a également tracé donc toutes les données de l'entrant, origine de collecte, catégorie produit et la destination. Là aussi, on a effectué un redressement des poids pour être représentatif des données nationales en tenant compte finalement des coefficients de pondération qu'on a vus tout à l'heure concernant les moyennes d'origine de collecte et de répartition par destination des opérateurs sous convention avec Refashion. La méthode. Là encore, un point d'étape sur, un arrêt sur le spectromètre. Donc on a utilisé le Fabritel de Matoa. Par rapport à ses caractéristiques techniques, celui-ci il est capable d'identifier 9 matières donc, qui sont listées dans le tableau qui s'affiche. Donc on a l'acétate, l'acrylique, le coton, l'élastane, la laine, le polyamide, le polyester, la soie et la viscose. Ce spectromètre est capable de détecter les mélanges avec 2 de ces matières. Si on a un mélange supérieur à 2 matières, alors le mélange est non reconnu. Et également, l'une de ces limites à date, en tout cas, c'est que les matières présentes en très faible proportion sont rarement détectées. Exemple de l'élastane. Donc, par exemple, quand on est dans un article coton-élastane avec 3% d'élastane, il y a des chances qu'il ne soit pas reconnu par le spectro. Pourquoi on donne toutes ces informations-là? Parce que ça va appuyer finalement les choix méthodologiques de composition consolidée qu'on utilise pour vous présenter les résultats. Donc, la consolidation des compositions matières, donc, comme je l'ai dit juste avant, on a des articles où on a une composition étiquette et d'autres on va avoir une composition spectro. Donc là, ce qu'on affiche, c'est que finalement, on a 85% des articles analysés en poids qui ont une composition spectro. Donc les 15% où on n'a pas de composition spectro, clairement, c'est parce qu'on va être sur des mélanges complexes, potentiellement supérieurs à 2 matières. Et puis, ça peut être aussi certains pigments qui empêchent la reconnaissance via le spectro. Et on a une composition issue des étiquettes qui représente 50% des articles en poids. On a croisé finalement les données étiquettes et les données spectro pour pouvoir présenter les différents résultats de composition. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est à un peu plus de 91% du gisement non réutilisable analysé pour lequel on a une composition. Je ne rentre pas dans le détail des redressements effectués, mais s'il y a des questions après l'intervention, n'hésitez pas. Et dernier slide sur la méthode qui est important, c'est qu'on a simplifié et homogénéisé le nom des matières et des catégories matières qu'on présente juste après. C'est vrai que finalement, en relevant les données étiquettes, on a une multitude de catégories et de matières qui ont été recensées. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a retenu 9 matières, qui sont les 9 matières reconnues par le spectro, auxquelles on a rajouté finalement une catégorie autre et une catégorie inconnue. Et pour chacune de ces 9 grandes catégories de matières, plus les 2 autres là, que je viens de citer, on a aussi fait des regroupements. Par exemple, dans la catégorie élastane, on a intégré les relevés étiquettes qui indiquaient lycra, spandex, etc. Dans la laine, ce sont tous les poils d'animaux, cachemire, angora, mohair. La viscose, ça intègre toutes les autres fibres cellulosiques, les fibres artificielles cellulosiques, donc lyocell, modal. Et dans la partie autre, c'est tout le reste, le lin, l'aramie, les fibres métallisées, etc., qui représentent finalement moins de 2% du gisement en poids. C'est pour ça qu'on l'a regroupé dans cette famille autre.
Et inconnu, vous vous en doutez, absence d'étiquette et pas de reconnaissance par le spectromètre, donc on ne pouvait pas lui inventer une matière. Et enfin, le regroupement des mélanges. Donc on a dit que le spectro, on ne pouvait pas identifier des mélanges supérieurs à 2 matières, mais les étiquettes, on a une multitude de nombres de matières possibles par article. Donc ce qu'on a fait, c'est que finalement, tous les mélanges supérieurs à 3 matières, on les a regroupés. Donc les mélanges en 4 matières sont regroupés dans une catégorie mélange 4 matières, les mélanges 5 matières, idem, et les mélanges 6 matières, idem. Pareil, là aussi, finalement, les mélanges supérieurs à 3 matières, c'est moins de 2% du gisement en poids dans les données analysées. Donc maintenant, on rentre dans les résultats que vous attendez. Du coup, premier résultat, la composition globale. La composition globale, qu'est-ce que c'est? C'est finalement la part relative de chaque matière dans les flux analysés, que cette matière elle soit présente à 100% dans un article, donc on a un article monomatière, ou qu'elle soit présente en mélange avec une autre matière. Donc là, c'est plus pour avoir une idée du gisement global par catégorie de matière. Donc, le slide qui s'affiche, qu'est-ce qu'on peut en retenir finalement? C'est que la matière dominante des flux hors réutilisation analysés, c'est le coton. La matière prédominante, c'est le coton avec 43% des flux hors réutilisation. Derrière suivent le polyester avec 19%, l'acrylique avec 12%, la viscose avec 6%, la laine avec 5%, le polyamide avec 4%. On n'affiche pas ici l'élastane, les matières hautes, soie et acétate, où finalement on est à moins de 1% pour chacune de ces dernières matières moins significatives. Donc voilà, en tout cas en termes de grands résultats, c'est la prépondérance du coton suivie du polyester et de l'acrylique. Donc là, on a présenté la composition globale. Donc, pour tous les résultats du sortant, on est en pourcentage du poids analysé. Ça, c'est important quand on parle de pourcentage, c'est pourcentage du poids analysé et pas pourcentage du nombre d'articles. Donc là, on était toute destination hors réutilisation. Et là, sur ce slide, on fait un petit focus par destination. Est-ce qu'on a des différences de composition globale par grande destination? Donc dans le graphique, en haut à gauche, on a les filochages, en haut à droite, l'essuiage, en bas à gauche, le CSR, et en bas à droite, les déchets ultimes. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que le coton est ultra dominant dans l'essuyage, avec 77% du flux essuyage, mais c'est également la matière dominante dans les filochages, avec 32%, et les déchets ultimes, avec 44%. Par rapport aux données de composition de toute destination, on s'aperçoit également que l'acrylique et la laine sont plutôt surreprésentés dans le flux effilochage, avec 18% pour l'acrylique dans l'effilochage et 8% pour la laine, alors qu'on est à 12% au global pour l'acrylique et 5 en laine. Autre élément intéressant quand on compare, c'est que les autres fibres artificielles cellulosiques, on a une répartition équivalente, quelle que soit la destination, une part équivalente, autour de 5-6%, quelle que soit la destination. Et puis, on a une proportion de matière non identifiée, donc le fameux inconnu, qui est quand même plus représenté dans le CSR et dans les déchets ultimes. Et donc on fonctionne en mode entonnoir, on vous a présenté la composition globale, maintenant on vous présente les principales compositions, donc qui représentent ici 95% du gisement. Les principales compositions, c'est savoir si on est sur du monomatière ou les différents mélanges observés. Donc le graphique de gauche, c'est ça, c'est ces principales compositions. Donc en jaune, vous avez les matières pures, en rose, les mélanges bimatières, et en bleu, les mélanges supérieurs ou égaux à 3 matières. Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que finalement, le 100% coton est la composition la plus courante, avec un peu moins de 30% du gisement des flux hors réutilisation, suivi du polyester à 100%. Et puis derrière, on voit que finalement, on a une part non négligeable de certains mélanges. On a par exemple donc, le coton polyester, qui représente 9% du gisement identifié. On a le coton élastane, qui représente 5% de ce gisement. Et enfin, on voit que le mélange à 3 matières le plus fréquent, c'est le coton polyester élastane, autour de 2% du gisement. Donc voilà, je ne rentre pas dans le détail des répartitions là, pour chaque ligne, ce sera indiqué dans la synthèse publique. Mais voilà, en tout cas, en termes de premiers grands résultats à avoir en tête. Et puis sur le graphique de droite, là, le camembert, on a fait une base 100 hors matière inconnue. On a essayé de regarder finalement, est-ce qu'on est plutôt sur du monomatière ou sur des articles avec une composition en mélange. Ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, les monomatières, ça représente 55% du poids du gisement hors réutilisation.
et donc 45% pour les flux en mélange, pour les compositions en mélange. Et dans les compositions en mélange, sur ces 45%, on a 35% qui est du bimatière, 7% qui est du trimatière, enfin du 3 matières. Et puis globalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les mélanges supérieurs à 3 matières, c'est moins de 2% du gisement. Donc là, c'était juste un slide où on a finalement comparé les données spectro, les données de composition issues du spectro et les données de composition issues des étiquettes pour finalement valider aussi notre choix méthodo, où on s'aperçoit que finalement la composition globale entre la donnée compo étiquette et la donnée spectro, elle est relativement équivalente, mais on a quelques différences avec une sous-représentation de l'élastane et une surreprésentation de la soie. Et c'est un peu plus exacerbé quand on regarde les principales compositions, où là on a quand même quelques différences entre la donnée spectro et la donnée étiquette. On voit sur la première ligne, finalement, le 100% coton. Le spectro donne une part très importante de 100% coton, autour de 35%. Alors qu'en fait, quand on regarde les étiquettes, on est plutôt autour de 30%, donc il y a 5 points d'écart. Et finalement, souvent, là, on est dans le cas de l'élastane qui est non reconnu par le spectro. Donc, voilà. Globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le spectro nous a donné une bonne image de la composition globale, si ce n'est qu'il y a certaines subtilités de mélange avec des faibles proportions de certaines matières qui ne sont pas reconnues. Mais en tout cas, ça a appuyé le choix méthodo de mélanger données étiquettes et données spectro. De la même manière, je ne présente pas ce graphique en détail. Ce qu'il faut avoir en tête ici, c'est qu'on présente finalement la composition moyenne des principaux mélanges à 2 ou 3 matières. Donc pour la première ligne, pour donner un exemple, on est sur le coton polyester, en moyenne sur les articles en poids donc de la destination hors réutilisation, on est sur un coton polyester avec un coton qui représente 57% de l'article, enfin, du poids de l'article, des articles, contre 43% pour le polyester. On a tout ce détail-là qui sera également repris dans la synthèse. Dans la synthèse publique, voilà. Et puis côté Refashion, il y a aussi une disponibilité finalement de la composition matière, par exemple du coton polyester, par tranche de 20%. Le coton polyester, quand le coton représente 20%, ça représente combien de pourcentage du gisement? Quand le coton est entre 20 et 40%, ça représente combien du gisement, etc. Donc il y a tout ce détail-là de données aussi qui a été mesuré. Ce slide juste on vous présente les autres éléments d'analyse sur les perturbateurs au recyclage, donc les perturbateurs externes au recyclage. Ce qui est important pour nous de mettre en avant, c'est que finalement on a quasiment 80% des pièces en poids, toujours, qui intègrent des éléments de perturbateurs au recyclage. Donc soit avec des perturbateurs externes pour des articles monocouches, donc ça peut être des petits boutons, etc. Mais aussi on a considéré comme des éléments qui pouvaient perturber le recyclage tous les articles multicouches, donc ça représente 9% du gisement. Pourquoi on les a considérés comme éléments pouvant perturber le recyclage? C'est que logiquement, potentiellement il peut y avoir une étape de démantèlement préalable pour pouvoir recycler plus facilement la pièce. Et en couleur, juste avoir en tête que finalement on a 4 couleurs qui représentent 60% du gisement. C'est 4 couleurs finalement assez froides, c'est le bleu, le blanc, le gris et le noir, mais il suffit de regarder peut-être comment on est tous habillés et on s'aperçoit qu'on est dans ces couleurs-là. Pareil, n'ayez pas peur là-dessus. Principale composition, ce qu'on voulait juste vous présenter, c'est qu'on a les principales compositions. Donc là, on l'a vu tout gisement, et après, on en rentre par nature d'article. Ça va être intéressant parce que ça veut dire que pour un type d'article bien précis qu'on voit sur les lignes de tri, on peut avoir déjà une image de la composition principale pour chacune des catégories de produits. Donc je ne rentre pas en détail pour le moment. Et on a également un détail par catégorie de produits de la part des articles intégrant des perturbateurs externes au recyclage et des articles multicouches. Donc pourquoi je ne rentre pas dedans, c'est que finalement, derrière, à destination des parties prenantes, il y a des fiches matières et des fiches produits qui ont été réalisées. Et peut-être que Cécile, je te laisse l'indiquer, mais sinon elles seront mises à disposition. Oui, donc dans la synthèse publique, on va mettre 2 exemples. Typiquement en fiche matière, on aura coton et polyester qui sont les 2 matières prédominantes. Et on pourra mettre à disposition du coup les autres fiches matières dont vous avez le détail. Donc là, au niveau du détail des fiches matières, donc on aura effectivement la présence de tout ce qui est multicouche et perturbateur pour la composition. Si on est sur du 100% ou bien des mélanges avec d'autres matières, on a, comme vous le voyez, le détail par catégorie, les grandes familles de produits.
Donc où est-ce qu'on retrouve effectivement cette matière? Et pour chaque famille de produits, on a détaillé si c'est des produits plutôt monocouches ou multicouches, avec ou sans perturbateurs. Donc ça fournit un peu la vision complète sur la matière, dans quel type de produit et comment sont composés ces produits. Voilà. Donc là, il y a l'exemple pour le coton. Je crois qu'on a... Effectivement, là, sur les slides, on a présenté coton et polyester, mais c'est plus pour illustrer l'affiche et comment elle doit se lire, finalement. Donc, vous avez... Dans les camemberts en haut, dans le camembert de droite, finalement, vous avez pour le gisement coton, on a le gisement coton qui se retrouve à 64% en poids dans des articles monomatières, donc dans du 100% coton. Et finalement, on a un tiers du gisement coton qui est dans des articles de composition en mélange. Donc ça, c'est cette première lecture sur ce gros graphe. Sur le gisement global coton, sur le graphe de gauche, en haut, la perturbateur et multicouche, on s'aperçoit que finalement, les monocouches sans perturbateur, donc entre guillemets les articles qui logiquement pourraient être les plus facilement recyclables, en tout cas en termes de préparation moindre en amont, c'est 23% du flux coton. On verra que ce n'est pas du tout le cas sur le polyester. Donc ça, c'est la grille de lecture. Et puis après, on a la répartition du gisement coton par catégorie produits simplifiés, donc c'est l'histogramme en bas à gauche, où on s'aperçoit que le gisement coton, il est finalement à 22% dans les hauts type t-shirt. De la deuxième catégorie d'articles prépondérantes, c'est les hauts type pull, suivis derrière des pantalons en jean. Et puis en face, en parallèle, vous avez l'autre graphique en bas, où pour chaque nature d'article, on a le détail finalement. Est-ce que mon gisement coton de mes t-shirts, il est dans des t-shirts 100% coton, ou dans des t-shirts avec une composition en mélange. Et on a également indiqué l'information, est-ce que je suis sur des t-shirts avec ou sans perturbateur. Et voilà pour toutes les natures d'articles. Donc voilà un petit peu la grille de lecture. On a les 9 fiches matières citées à gauche de l'écran. Et justement, c'est juste intéressant quand on compare finalement les différentes fiches matières. Donc ce que je vous disais, le coton, on est à 23% du gisement qui est dans du monocouche sans perturbateur. Et puis on s'aperçoit que finalement le polyester, il y a quand même 24% du polyester qui est dans du multicouche, plus 14% du polyester qui est plus que seulement 14% du polyester qui est dans un gisement monocouche sans perturbateur. Donc on voit qu'on est sur un polyester qui est plutôt dans des pièces avec plus d'éléments de perturbateurs au recyclage. Voilà un petit peu les grands éléments. Pareil, on voit, quand on voit la catégorie, la répartition par catégorie de produits, on s'aperçoit qu'en fonction des matières, on a une dilution plus ou moins importante du gisement par nature d'article. Certains gisements vont être plus concentrés dans quelques catégories de produits, alors que d'autres gisements matières seront plus répartis de façon hétérogène dans d'autres catégories d'articles. Et là, on présente cette fois-ci la fiche produit. Donc là, on vous affiche les hauts types pull. Donc c'est un peu la même règle de lecture à avoir. En haut à droite, là, dans le camembert, c'est la répartition des couleurs. En haut à gauche, est-ce que mon haut type pull, on est plutôt sur des pulls monocouches avec perturbateur, monocouche sans perturbateur ou multicouche. Et puis derrière, pour les hauts types pulls, finalement, on a le top des compositions pour chaque catégorie de produits. Donc voilà, le haut type pull, il y a 2 catégories prépondérantes, c'est le 100% acrylique, le 100% coton. Et puis on s'aperçoit que globalement, il y a quand même une part significative de 100% inconnu et de autres compositions, chose qui est moins le cas sur, par exemple, des t-shirts où on aura une composition qui est plus connue parce qu'on aura une part du coton plus importante. Donc voilà un petit peu le type de lecture qu'on peut avoir. Ça illustre aussi la différence entre les hauts types pulls et les pantalons en jean, où on voit que finalement les pantalons en jean, la composition de ces pantalons, elle est fortement, c'est du coton élastane, du 100% coton. Donc on a un gisement matière pour cette catégorie de produits qui est plus fort sur seulement quelques catégories. Oui, ça c'est intéressant d'ailleurs, parce que jusqu'à présent les jeans c'était 100% coton en majorité. Là on voit qu'en pourcentage du poids, on est passé, la mode stretch, on est passé sur le coton élastane en majorité. Et enfin, dernier slide, et je pense qu'on sera nickel dans le timing, c'est
un slide concernant des comparaisons qui pourraient être tentantes avec des données européennes existantes. Donc, vous devez savoir qu'il y a une étude de caractérisation des déchets textiles européens qui a été réalisée et qui a été publiée par Fashion for Good en 2022. Donc, voilà, ce qu'on souhaitait mettre en avant, c'est qu'entre l'étude Refashion et cette étude Europe, donc il y a une méthodologie qui a été en partie partagée, donc c'est le même spectromètre qui a été utilisé. Il y a une analyse des textiles d'habillement et du linge de maison. Il y a des relevés de perturbateurs au recyclage, articles multicouches, couleurs. Donc voilà, ça, c'est le socle commun. Mais on a quand même une différence de périmètre des textiles analysés qui est importante à avoir en tête. C'est que sur l'étude Refashion, comme on l'a dit, on est sur tout textile hors réutilisation. Donc textile dirigé vers le recyclage, textile et linge dirigé vers la valorisation énergétique, et également les textiles et linge éliminés. Dans l'étude Europe, finalement, le point commun avec l'étude Refashion, c'est qu'on a les textiles dirigés vers le recyclage. Mais à côté de ça, on n'a pas les textiles dirigés vers la valorisation énergétique, on n'a pas les textiles dirigés vers l'élimination. Et puis, pour le coup, il y a une intégration des textiles réutilisés de faible valeur. Donc on voit qu'on n'est pas sur le même périmètre en termes d'articles et de destination. Et il y a quelques différences après de niveau de précision qui sont citées à l'écran, mais que je ne vais pas reprendre ici. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à nos yeux, en tout cas, c'est que la comparaison directe entre les résultats Refashion et les résultats de l'étude Europe, on a une comparaison directe qui est impossible du fait des différences de périmètre. Ça, c'est pour ça que c'est important à chaque fois de s'arrêter sur la méthode et le périmètre de chaque étude. Par contre, on peut quand même avoir des grandes tendances et des ordres de grandeur similaires qui ressortent. Clairement, la prépondérance du coton et du polyester et une présence significative de perturbateurs au recyclage. Donc voilà, c'était le dernier slide. Donc, je suppose que c'est le temps des questions-réponses. Oui, merci Romain pour la présentation des résultats. Donc on a prévu un petit temps de questions-réponses là sur les résultats présentés, puis on pourra éventuellement revenir là sur les slides en question si on a des questions précises. Bonjour, c'est bon, Jean-Michel Bourgeois, Société GBTEX. Une première question et avec une remarque. Première question, on a mis en avant par cette étude que le réemploi ne dépendait pas de la provenance du textile, mais plutôt du centre de tri. Question, est-ce qu'il y a une analyse qui a été faite sur quel type de centre de tri c'est ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est plutôt une remarque sur les résultats avec le spectromètre, où on vous entend dire que les résultats sont plutôt pas trop mal au niveau de la composition. Mais des fois, nous, on a affaire à des personnes qui viennent nous demander des gisements en disant c'est ce gisement-là qu'on veut, à 99,9, sans aucune erreur possible. Donc c'est plutôt une inquiétude. Alors pour répondre à la deuxième question, qui sera la plus rapide, je pense que les présentations de tout à l'heure sur les technologies de tri pourront répondre peut-être à certaines de vos inquiétudes. Et après, sur l'analyse... Oui, peut-être juste en complément, c'est pour ça que là, sur l'étude, l'analyse, on a voulu faire à la fois relevé d'étiquettes et relevé sur le spectromètre, pour être sûr d'avoir au moins, c'était 91,5% du gisement où on est la détection matière. Parce qu'effectivement, on a vu qu'il y avait 50% du gisement sans étiquette. J'ai plus le chiffre exact là en tête. C'est ça. Mais si on fait que étiquette, il y a 50% du gisement qui est écarté. Et après, le relevé au spectromètre permet d'avoir justement des données sur les textiles sans étiquette, mais il y a des limites. Et ça, effectivement, tout à l'heure, les fournisseurs de technologie pourront vous les expliquer bien mieux que moi. Et pour répondre à votre première question sur les taux de réutilisation différents par centre de tri, déjà en termes de résultats, donc nous on a plutôt travaillé sur les facteurs d'influence que sont l'origine de collecte, la saisonnalité, etc., plutôt que le centre de tri en lui-même. Après, on a quand même interrogé l'ensemble des centres de tri partenaires sur leurs consignes de tri. Ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement les consignes de tri par écrit, en tout cas, elles sont relativement similaires entre les centres. Par contre, ce qu'on comprend
à date, c'est que c'est plutôt la tolérance finalement dans la partie du flux réutilisation, la tolérance aval, donc la tolérance client, qui fait qu'on a ces différences de taux. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a, on a une amplitude de taux de réutilisation qui diffère entre les centres de tri, mais je suppose que je vous apprends rien en tant que trieur. Merci Romain. Oui, bonjour. Daniel Merino, ISCO. J'ai vu que la portion avec perturbateurs, c'est assez important. Est-ce que vous avez une analyse des perturbateurs? Oui, alors on a relevé à chaque fois le type de perturbateur en termes de matière. Est-ce qu'on est plutôt sur un perturbateur métal, plastique, textile ou autre matière ou plusieurs perturbateurs. On a relevé donc la matière du perturbateur. On n'a pas par contre fait un relevé pièce par pièce du perturbateur exact. On l'a pas consigné. Mais en tout cas, on a effectivement un détail du type de perturbateur par matière. Qui est inclus dans l'étude? Dans l'étude, oui. Okay. Merci. Bonjour, Jérôme Douce, IFTH. J'avais une question, merci pour cette cartographie. Comment elle se positionne par rapport aux mises sur le marché? Alors, je ne sais pas si vous avez l'information, mais quel est le delta, entre guillemets, entre ce qui est mis sur le marché et ce qu'on retrouve ici? Est-ce que c'est les mêmes variations, les mêmes types de pourcentages? Donc ça, on n'a pas les données là aujourd'hui, mais par contre, c'est quelque chose qu'on veut faire. Ce qu'on va publier après, ça c'est une partie du travail qui va continuer sur la caractérisation. Après, on va faire le comparatif déjà au niveau poids. Donc les poids moyens des articles qui sont mis en marché versus les poids qu'on a relevés ici dans l'analyse. Effectivement, il y a plein de pistes de travail possibles à partir de là, effectivement. Après, juste pour compléter, pareil, toujours dans la comparaison des données, juste pour rappel, ici on est vraiment sur les textiles, enfin la composition matière des textiles hors réutilisation, donc on n'a pas la composition matière des textiles réutilisés, et on n'a pas la composition matière des textiles et linges qui se retrouvent dans les ordures ménagères résiduelles ou dans le tout venant des déchetteries. Toujours sur le point d'attention de comparaison des chiffres. Oui. Bon, ça doit être des compositions qui sont quand même sensiblement les mêmes. Oui, complètement, mais au moins bien le préciser quand même à chaque fois. Et donc juste au niveau des matières retrouvées en majorité, donc on a mentionné justement l'étude Fashion for Good où il y avait, enfin voilà, c'est les mêmes matières qu'on retrouve dans tous les pays d'Europe. Donc ça c'est pas trop surprenant évidemment vu que nos vêtements viennent tous des mêmes endroits et ensuite sont vendus dans les différents pays d'Europe. Donc ça, voilà, on s'y attendait un peu, mais c'était bien de le voir aussi sur les analyses des flux collectés en France. Pas d'autres questions? C'était clair? Vous attendez la synthèse, je suppose. Qui arrive. J'avais dit fin mars, mais ce sera plutôt début avril. Mais là, vous aurez du coup tous les détails. Et justement, n'hésitez pas à nous solliciter pour avoir les fiches matières et les fiches produits. Donc, on a regroupé les grandes familles de produits. Donc, les jeans, tous les autres types de pantalons, les pulls, etc. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour avoir tout le détail. Ah, une autre question. Merci pour la restitution. Gauthier Bédec, Groupe ERAM. J'ai plusieurs petites questions, en tout cas peut-être déjà une précision sur le périmètre de l'étude. Tout ce qui est chiffon, c'est intégré dans les chiffres que vous avez intégrés? Oui, c'est la destination essuyage. D'accord. Juste après, parce que c'est une question qu'on se posait par rapport à la question qui a été posée à l'IFTH sur les volumes de mise en marché, parce que le groupe ERAM, on met quelques milliers de tonnes de textiles en marché tous les ans. Et aujourd'hui, le périmètre de l'étude, il est autour d'un peu moins de 200 tonnes, hein, c'est ça? 122? Oui, c'est ça, 120 tonnes analysées. Mais globalement, à vue de nez, c'est assez représentatif de ce qu'on met en marché, en tout cas majorité coton, donc ça semble être
assez voilà. J'avais juste une question, moi, c'est sur les typologies de perturbateurs en fonction des matières. Vous avez ciblé toujours les mêmes types de perturbateurs, peu importe la méthode de recyclage? Oui, en fait, les perturbateurs, on s'est basé sur la liste de l'étude de l'ENSET de 2014. Donc, effectivement, c'est cette liste-là qu'on a utilisée. Et on n'a pas effectivement affecté certains types de perturbateurs spécifiquement à une destination, enfin à un exutoire. C'est vraiment la même liste commune. D'accord, ok. Et une petite question sur la chaussure. Oui. Bonne remarque. Tu Tu anticipes, Gauthier. Donc là, on a fait un focus, oui, sur les textiles, tout simplement parce qu'on va vous présenter après les outils qui sont sur les textiles. Il reste un petit peu de travail pour compléter sur les chaussures. On va en parler tout à l'heure. Merci. Ok. Bon, c'est tout bon. Merci beaucoup, Romain. Puis tu peux prendre les marches ce coup-ci.